On avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Ça s'appelle. Mais, rien. On sort en 2002. Mais là, attends. Ça va être abuse du En bail. 2002, vous aviez une équipe pour gagner la Coupe du Monde. On sort avec 4 points. C'était quoi votre poule? Coupe du Monde. On avait l'Arabie Saoudite, l'Irlande, l'Allemagne. Et je te dis, on mène 1-0, je dribble je sais pas combien de joueurs sur la ligne, je fais une passe à Patrick Mboma sur la ligne, Il rate. il pouvait pas rater, même ma grand-mère allait marquer. Mais je te dis, jeune homme, il vient vers moi, il me dit, t'es le meilleur joueur au monde, mon petit frère. Il court vers moi, il me C'était le dit, plus petit. oui, j'étais un gamin, Patrick, c'est magique. Il me dit, t'es le meilleur joueur au monde. On se fait rattraper au score. Arabie Saoudite, je marque, on gagne 1-0, on a 4 points. On joue l'Allemagne. On a au moins 6 occasions de but. Et t'as pas marqué. Face à Oliver Kahn, je joue avec le Perronnet, pété, tout le match. Et on sort de cette compétition. Mais on sort pourquoi? Parce que physiquement, on était éprouvé. On a fait 72 heures pratiquement pour rejoindre le Japon. Tu comprends? Et puis on a 2010. Tu pouvais gagner aussi 2010? On ne pouvait peut-être pas gagner, Voilà, mais on tu pouvait vois. jouer la demi-finale. Mais tu sais, quand tu es déjà en demi-finale, il y a beaucoup de déjà une choses qui peuvent victoire, se passer. Ah, les Genzi, les Genzi, les Genzi, les Genzi, les Genzi, les Genzi. Ah là 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 là, je vois un peu comment ça fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, ce truc-là. J'ai pas vu l'interview, pas vu toute l'interview. Je pense que c'est même d'abord bien que je regarde aussi toute l'interview qui a été faite là, que de regarder juste une partie des trucs. Mais sur ce point-là, j'ai envie de réagir un peu sur ce point-là parce que ça me fait rire. Bon, les gens, les détracteurs du gars que vous voyez enfin, du président de la fédération, notre président de la fédération, que vous voyez là, devant vous, ces détracteurs vont dire que, comme d'habitude, l'ego, la. Euh, je vais d'abord dire un truc, et je l'ai déjà dit sur mon sujet sur Mbappé ici, là, qui est sorti. J'ai fait un peu les grands champions, ça, je ne comprendrai jamais pourquoi les gens n'ont pas encore compris ça. Ça m'étonne qu'en 2024, avec tout ce qu'on a comme réseau, accès à l'information, à trucs, parce que ce qui est important, c'est l'accès à l'information, et après ce que tu en fais. Mais ce qui est important, c'est l'accès à l'information. Avant l'argent, les trucs, parce que je vais vous dire un peu un truc, c'est pour ça que les gens comptent toujours sur avoir de l'éducation. Parce que l'argent, oui, c'est un très grand outil pour le pouvoir, très très grand outil, importantissime pour le pouvoir, parce que sans argent, tu ne peux rien faire. C'est un outil indispensable pour pouvoir accéder au pouvoir, même si c'est pas le pouvoir, c'est un outil pour accéder au pouvoir. Et le pouvoir, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, le pouvoir, c'est le peuple. C'est la capacité d'avoir les ressources humaines. C'est ça que l'argent sert. C'est l'argent, c'est pas l'argent en lui-même qui est le pouvoir, c'est l'outil qui permet d'avoir accès à la ressource humaine qui est le véritable pouvoir. La capacité d'avoir des ressources humaines. C'est ça. La capacité de rassembler des ressources humaines. C'est pour ça que même vous voyez, tous ces streamers, des youtubeurs, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir parce qu'ils ont la capacité de rassembler une tonne d'humains, une tonne de ressources humaines dans leur page. Ouais, les 4, c'est là, je sors, j'ai 6 millions de gars qui viennent là, tout. C'est pour ça qu'on donne des ressources à ces gars-là, ou qui fassent passer dans les Ducs Denis, tous ces gars-là, on les donne des ressources parce qu'ils ont la capacité de rassembler des ressources humaines. C'est ça le vrai pouvoir. C'est pas l'argent. L'argent est un outil qui a accès à ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas souvent. Et derrière ça, il y a aussi ton éducation. Après ça, il y a son éducation. Ton éducation qui est excessivement importante. L'éducation qui vient de quoi? De la manière dont tu as été formé dans les études et aussi personnellement la manière dont tu t'es formé et que tu t'es cultivé. Et avoir l'accès à l'information, c'est très important. Pourquoi? Parce que on peut t'enlever de l'argent, on peut t'enlever ta capacité d'avoir les ressources humaines, mais on pourra jamais t'enlever un patrimoine culturel que tu t'es fait dans la tête. Ça, on peut pas t'enlever ça. On peut enlever tout vos conneries là, l'argent, le truc, les voitures, on peut tous enlever ça. Mais ça, on peut pas t'enlever. Personne ne pourra t'enlever ça. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça, justement,
que vous voyez un peu des situations un peu bizarroïdes avec Booba et comment il s'appelle là le gars là, Jean Messia. Booba est plus riche que lui, plus grand que lui et autres et tout, mais en débat il se fait laminer par Jean Messia. Vous voyez un peu à quoi sert l'argent si tu ne l'investis pas dans ton éducation personnelle. Et ça, c'est un peu ce qui me plaît chez un mec comme Samuel Eto'o, même si vous savez ce que je pense humainement de lui. J'ai fait un sujet, c'était mon premier sujet sportif, un premier sujet de sport que j'ai fait sur la page. Je vais le ressortir, je vous mettrai le lien en description. Il est quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de longues études, mais c'est quelqu'un de très intelligent et c'est quelqu'un qui a toujours voulu s'éduquer. Même s'il n'a pas eu accès à l'éducation par les moyens d'éducation, il s'est éduqué par lui-même. C'est pas pour rien qu'il arrive aux hautes sphères là. Il a de l'intelligence, il a de la personnalité et la conviction en lui-même. Et c'est quelqu'un de intelligent et cultivé, qui se cultive par lui-même. C'est pas pour rien qu'il arrive, tu n'arrives pas président de la fédération comme ça là, parce que tu es un débilos, c'est que tu ne te cultives pas. Et c'est ça que vous devez regarder, surtout au-delà de son argent. Parce que vous voyez, c'est marrant, oh, Eto'o est milliardaire. Oui, ah oui, il est milliardaire. Mais regardez aussi le gars, comment vous pouvez le mettre dans n'importe quelle pièce, avec des blancs, avec des noirs. Il arrive à converser à eux. Il est même plus éloquent qu'eux. Il est aussi éloquent alors que le gars n'a pas fait l'école. Vous voyez pas qu'il s'est formé? C'est ça qu'il faut regarder. Ce n'est pas juste, oh, Eto'o est milliardaire, là, tout. Oui, ça compte, comme pouvoir aussi. Mais regardez comment il est éloquent. Regardez comment devant Marc Brice, il arrive à le remettre à sa place. C'est pas l'argent qui le fait qu'il le remet à sa place. C'est l'éducation qui s'est fait. Et l'éducation, là, est venue par lui-même. Il s'est éduqué, il a compris ça. Il y a plein de ministres qu'on voit au Cameroun, des autres et tout, qui n'ont pas l'éloquence d'Eto'o. Alors qu'ils ont soi-disant fait l'école, soi-disant, mais ils n'ont pas son éloquence. L'éloquence, là, vient du fait aussi qu'il s'est formé. Ça se sent dans sa façon de parler. Regardez, il est toujours éloquent partout où il passe. Ça, c'est une force. Le fait que vous voyez, par exemple, un mec dans les commentaires comme John, là, qui vient dire, ah, j'ai du respect par rapport à toi, nanana, c'est l'éloquence. Vous voyez que c'est quoi? Vous voyez que c'est parce que j'ai montré du well tout du truc. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas que ça. Bref, pour revenir au sujet, qu'est-ce que je parlais? Oui, tous les champions de Lego. Tous les champions de Lego, tous les champions des égos surdimensionnés. Et ce n'est pas mauvais. Ils ont des égos surdimensionnés. Vous regardez l'histoire de Federer. Federer, Federer a un égo surdimensionné. Hein. Il n'y avait pas le truc avec le sourire. Hein. Allez voir, lié sur la jeunesse de Federer. Comment il cassait les raquettes, comment il a été truc. Regardez-le quand il pleurait même quand il gagnait, mais quand il pleure là, quand Nadal le gagne sur la photo, regardez la photo, si quand il perd contre Nadal, comment il est dévasté par la défaite en Open d'Australie en 2009 par rapport à ça. C'est des gars qui ne supportent pas la défaite. Les mecs qui ne supportent pas la défaite. Allez, vous avez lu les bouquins sur Bill Russell? Les bouquins que Bill Russell, il en a plusieurs bouquins. Voilà un que j'ai lu là. Il y a énormément de bouquins, mais c'est le même mindset. Regardez même un peu le truc quand il était à l'ESPY, là, je ne sais plus, c'était il y a quelques années, là. Il y a tous les grands pivots de l'histoire de la NBA et autres et tout, et il les regarde, il les fait 1, I will kick your ass. les champions, ce truc-là. Michael Jordan, pareil. Il voit les Carmelo Anthony et autres, tout ça, lui réveille son esprit de compétition, I will kick your ass. Les Mbappé, même ceux qui sont calmes, les Zidane, les Kawhi Leonard, les Tim Duncan, même les calmes, ils sont de l'ego, surdimensionnés même. Mon problème n'est jamais l'ego d'un champion. Le problème, c'est l'individualisme d'un champion. C'est ça que je reproche à des champions, souvent des champions. Et que j'ai souvent reproché aussi aux gars que vous voyez là. C'est pas son ego qui me dérange. C'est son individualisme où il veut que tout tourne autour de lui. Souvent. C'est ça qui me dérange. Pas l'ego. L'ego est nécessaire.
Ou tout, même les grandes personnalités qui ont réussi dans ce monde-là, ils ont de l'ego surdimensionné. Même ceux qui sont calmes, même ceux qui sont humbles, ils ont de l'ego. Dans leur domaine de trucs, ils ont de l'ego. Ils ont de l'ego. Il faut avoir de l'ego pour truc, hein, je le sais, parce que moi j'étais quelqu'un qui était très calme, très timide pendant longtemps. J'ai compris aussi que c'est quelque chose que tu dois développer. L'ego est très important. C'est pas mauvais. Le problème, c'est quand il y a l'excès d'ego et quand il y a, comment dire, quand il y a de l'individualisme. C'est là où ça me dérange. Quand ton ego verse dans de l'individualisme où tu ne vois que toi et tu vois plus les autres. C'est là où c'est un problème. Tu croyez que Kendrick Lamar n'a pas d'ego? Vous faites tout le bullshit qu'il a fait à Drake là. Vous croyez que Kendrick Lamar n'a pas d'ego? Vous faites le pour violer Jay-Z dans Beach Don't Kill My Vibe, comme je vous ai expliqué ce qui s'était passé là. Vous croyez qu'il n'y a pas d'ego chez le gars là? Ah, il y a de l'ego. Donc, quand je vois Samuel Eto'o faire un peu le truc qu'il a fait là, je peux comprendre un peu le truc. Mais maintenant, ce que j'ai envie de dire sur la vidéo que vous avez vue là, eh ben, peut-être les Genzi le sont pas, parce que je vois comment mes petits frères Genzi là n'hésitent pas le truc là. Parce que j'aime beaucoup les Genzi souvent. Les Genzi, tout ce qui me plaît chez eux, c'est que ils n'ont pas les complexes que nous les millennials on a eu avec les aînés. Ils ont eu accès à Internet, ils peuvent te questionner aussi sur ce que tu leur racontes. Nous, on n'avait pas ces trucs-là, les boomers arrivaient à nous faire le truc, c'est que ça nous a donné un peu un rapport un peu avec les boomers, un peu, je dirais pas larbin, mais on a un peu un côté, le respect de l'aîné, respect de l'aîné. Les Genzi n'ont pas ce respect de l'aîné truc. Ils questionnent ce que tu dis. Et moi, je trouve que c'est très bien, souvent, ce qu'ils font là. C'est les Genzi. C'est pour ça que je les aime beaucoup. J'aurais voulu être Genzi, hein. J'aurais voulu être Genzi. Et j'aime beaucoup les Genzi. Ils n'ont pas le temps, ils questionnent un peu vos trucs. Et ça, je trouve que c'est très bien chez eux. Mais, sur ce que Eto'o disait à Tchouaméni là, il n'avait pas tort. Sur ce qu'il racontait là, que le Cameroun avait la possibilité de gagner la Coupe du Monde en 2002. Il n'avait absolument pas tort. Absolument pas tort. Et je ne le dis pas parce que je suis Camerounais. Et je ne le dis pas parce que je suis dans du chauvinisme, truc. Vous savez ce que je pense du football camerounais. Je fais même semblant de ne même pas regarder ce qui se passe actuellement parce que, 1, tout le monde en parle. 2, ça me saoule. 3, j'ai déjà fait énormément de sujets sur le côté. Donc, vous voyez que je n'en parle pas. Je fais semblant de ne pas en parler. Je vois, hein, j'ai bien vu ce qui se passe. Je vois tout le bordel là, Garoua, Nabi, avant le match contre la Namibie. Je vois bien le bordel là. C'est juste fait ce truc de ne pas le regarder. Pas en parler. Et dans ce que Eto'o dit sur Tchouaméni, bah, je te dis qu'il a pas tort. Faut remettre un peu le contexte de l'époque là, quand il est en 2000, dans les années 2000. Cameroun dans les années 2000 avait un niveau, mais monumental. J'aimais pas le style, vous savez ce que je pense du style de cette équipe-là, mais en termes de niveau, le mindset des joueurs de cette époque-là, et aussi les performances sur le plan, non seulement continental, mais aussi international, le Cameroun là était fort et faisait peur aux gens. Après la CAN 2000, il y a eu les Jeux Olympiques 2000 où cette génération-là a pu gagner encore une médaille olympique. Il y a eu le couac, malheureusement le couac contre la Coupe des Confédérations 2001 parce qu'il y avait eu un peu un bordel avec Pierre Lechante qui était parti, qu'on avait remplacé par comment il s'appelle, Jean-Paul Akono. Après il est revenu quand Jean-Paul Akono n'a plus eu les résultats. Donc il y a eu un peu un bordel un peu dans le football camerounais, comme d'habitude, il y a toujours eu le bordel dans le football camerounais par rapport à ça. Et en 2002, après la CAN qu'on gagne sans avoir encaissé de but, mais de manière soporifique, mais sans avoir gagné encaissé de but et autres et tout, on vient à la Coupe du Monde 2002. Eto'o ne le dit pas seulement, même Patrick Mboma le dit.
Il y a ce truc-là chez, je sais plus, cette interview chez ce journaliste camerounais qui est basé en France, là. Que j'avais vu des derniers, il le dit lui-même. Le Cameroun était très fort, là. Et même pas, vous voyez même les matchs amicaux, les matchs de préparation. Avant ce mondial, les matchs de préparation, on avait, le match contre l'Argentine où on a réussi à tenir tête l'Argentine en match de préparation. Je me souviens encore bien de ça. Je pense qu'il y avait même, c'était même un but et tout. L'équipe de Cameroun était très, très, très attendue en 2002. Parmi les favoris, il y avait l'Argentine, il y avait la France, et il y avait aussi l'équipe du Cameroun. Les grosses nations et autres, tout. Les équipes, la Coupe du Monde 2002 est une Coupe du Monde qui a été réussie par beaucoup d'équipes outsiders. Le Brésil n'était pas favori en 2002. Le Brésil est passé par le trou de souris en 2002. En 2002, le Brésil était au pire moment de son histoire de son foot. Avant la Coupe du Monde, là. Avant la Coupe du Monde, le Brésil était, Coupe du Monde 2002, c'était horrible ce qui se passait au Brésil. Ils sont passés le dernier match. C'est Romario qui les a sauvés. Après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre Romario et Luis Correa pour qu'on l'a pas amené haute et tout. Ça n'a pas été facile. L'Allemagne, pareil. Il y avait le couac de l'Euro 2000, il y avait l'humiliation en 2001 contre l'Angleterre, il y avait l'Allemagne quand il venait à la Coupe du Monde 2002, c'était le brouillard. Le coach là de l'époque là, comme il s'appelait, Christophe Daum, qui était le sélectionneur à la base, qui avait été remis de ses fonctions parce que il y avait son histoire de cocaïne, bien énormément de trucs. Il dit voilà qui vient un peu comme sélectionneur un peu à la va-vite et les gars arrivent à se sublimer pendant la compétition. L'Allemagne ne venait pas là comme ça là, ouais, la Lali. Je vous parle même encore, idem encore, ça a été les trucs des outsiders en 2002. La Turquie qui est partie loin, le Sénégal qui est parti loin, comment ça s'appelle, les États-Unis qui sont partis aussi en quart, qui encore, il y a eu énormément. C'était la Coupe du Monde des surprises. Cette Coupe du Monde, la Corée du Sud, c'était la Coupe du Monde des surprises 2002. C'est la Coupe des surprises. Et nous, on faisait partie des favoris. Avec l'Argentine, avec la France et avec le Cameroun. Il y avait le Cameroun aussi. C'était les grands favoris du mondial. Là. Tout le monde attendait le Cameroun comme une maison qui arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu le couac? C'est pas un problème sur le jeu ou un problème sur le terrain. C'est un problème sur la préparation qu'il y a eu dans la Coupe du Monde 2002. La préparation a été horrible, comme toutes les autres préparations là. Cameroun, les Camerounais, le staff et la fédération n'avaient pas payé les joueurs. Problème de primes. Ensuite, les problèmes de primes, les mecs sont venus, je crois qu'ils sont venus, c'était pas si c'était 2 jours avant la compétition, alors qu'il y avait déjà des équipes qui étaient là depuis depuis 4 ou 5 jours avant la compétition. On est venu 2 jours avant notre début de compétition. On était parti dans une autre ville japonaise complètement reculée là. Boma explique très bien sur cette interview là que je vais vous mettre, j'essaierai de mettre, ça ne veut pas oublier de vous mettre ça en description là, l'interview avec ce monsieur là. Il expliquait très bien. La préparation avait été horrible. Horrible. Et c'est cette préparation là qui avait été horrible qui a imputé les joueurs sur le terrain et qui a fait qu'on a eu le couac qu'on a eu en 2002. En 2002, le Cameroun qui sort au premier tour, c'était un couac. Un gros couac. Gros couac. Cette année-là, mon frère, normalement, on peut gagner la Coupe du Monde là. L'année là, 2002, là, on peut la gagner. Il ne dit pas des conneries quand Eto'o ne dit absolument pas des conneries. Il y avait moyen de le faire. Et quand je vois un peu comment cette compétition s'est déroulée après, et tout, je dis, il y avait moyen. Le problème, c'est que la préparation avait été horrible. Horrible. Les mêmes problèmes de primes, les mêmes conneries que vous voyez jusqu'à aujourd'hui, là, qui n'ont pas changé. Hein. N'ont pas changé. Que Eto'o essaye de changer, puis justement, parce que lui, il a vécu ça. Vous voyez, il parle toujours 2002 dans sa tête. Tous les gars de cette génération-là, les Mboma, les autres, ils parlent toujours 2002. Ça reste dans la tête. On aurait pu gagner la Coupe du Monde cette année-là. Vous allez demander tous les joueurs camerounais de cette époque-là. C'est pas Eto'o qui parle seulement comme ça. C'est Mboma qui parle comme ça. C'est Raymond Kala, c'est Olembe, tous les Weme, ils parlent tous comme ça. Sur cette année-là. Et les gars là étaient forts. Forts.
forts. Ne pratiquaient pas forcément le foot que j'aimais, mais ils étaient forts. Le Cameroun, à cette époque-là, pouvait gagner la Coupe du Monde. Mais ça s'est viandé à cause des problèmes de primes, à cause des problèmes comment on appelle un peu ça? Prise en charge sur les joueurs, même les hôtels qu'on ne choisissait pas bien, des trucs, toutes les conneries là. Et c'est ce que Eto'o veut apporter dans la FECAFOOT parce que lui, il a vécu ça en tant que joueur. Et il sait ce qui nous a manqué pour gagner. Il a connu ça. Il a dit, c'est ça qui nous a manqué pour gagner. Et c'est vrai. Le football, c'est pas juste, je vous dis, le football, hein, c'est 10%, 5% de terrain. 5% de terrain. C'est 95% de ce qui est autour du terrain. Et c'est la même connerie que vous voyez, bras de fer entre le football camerounais aujourd'hui, parce que Eto'o est celui qui veut changer ça. Et que vous voyez la mafia qui est là depuis des années, vous dit non, 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 laisse-nous la mafia, nous on va manger l'argent. Voilà ce qui se passe. Et ce qu'il dit, il a raison. En 2002, le Cameroun pouvait gagner la Coupe du Monde, il ment pas. Maintenant, je peux comprendre un peu la réaction du petit frère Tchouaméni, parce que Tchouaméni, bon, c'est un jeune, c'est un Genzi, autre et tout, il n'a pas le contexte de l'époque, on n'a pas sûrement expliqué un peu le contexte de l'époque truc, c'est un gars qui est né en 2000, donc il peut pas comprendre un peu. Mais nous qui avons un peu vécu cette époque-là et qui ont, moi j'ai vécu, moi c'est ma génération, c'est l'époque, j'ai vécu ça, je me rappelle de ça, je me rappelle des matchs contre l'Irlande, je me rappelle de ces matchs contre l'Arabie Saoudite où il a marqué, je me rappelle du match contre l'Allemagne où on domine l'Allemagne, les premiers trucs. On a même Eto'o qui provoque un carton rouge. Je crois que c'est Carsten Ramelow qui prend un carton rouge sur cette action-là d'Eto'o, là, cette accélération d'Eto'o, là. Je me rappelle du match par cœur. Je me rappelle de Olembe qui rate contre Oliver Kahn, quand Oliver Kahn se met devant lui, commence à chier devant son froc. Je me rappelle de ces matchs-là. Je me rappelle parfaitement de ces matchs-là. Je me rappelle du but de Klose. Je me rappelle du lui, je sais pas si c'était Marco Bode qui avait marqué, je sais plus qui il est là. C'était un numéro 17, là, allemand, là. Il avait marqué sur le pied gauche. Et donc, je me rappelle de ce match-là, par cœur. Par cœur, de ce qu'il dit là. Ce qu'il dit là, je me rappelle. Vous savez à quel point je suis passionné par ce sport et par les choses dont je parle là sur votre écran. Donc, je me rappelle parfaitement du contexte qu'il y avait là-bas. Le Cameroun, en 2002, était un favori de la Coupe du Monde. C'était vrai. Ici, il ne ment pas. Il ne ment pas. Et ça, ce truc-là, ça l'a traumatisé. Et c'est même pas seulement lui ça l'a traumatisé, ça a traumatisé tous les mecs de cette fabuleuse génération-là. Parce que les gars savaient qu'ils pouvaient faire quelque chose de grand. La preuve en est, vous l'avez vu, quand ils ont été en la Coupe des Confédérations en 2003, comment on est parti en finale de la Coupe des Confédérations en 2003. C'est vrai cette histoire-là. Il ment pas. Il ment absolument pas. Dans je sais que vous aimez attaquer tout un peu sur les trucs. Bon, maintenant sur le truc d'Inter, Barry, là, je sais pas, je pas, il faut que je regarde tout l'interview et que je fasse mes recherches sur ce point-là. Mais je voulais réagir sur ça parce que je voulais dire non, 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 non. Les gens sont en train de l'attaquer sur quelque chose qui ne dit pas, sur quelque chose dont il ne raconte pas des conneries. Il dit la vérité là. Et moi, j'aime pas quand les gens sont en train de dire des choses vraies, même si c'est quelqu'un que je n'apprécie pas, qu'on essaie de dénigrer, mais je pardonne les Genzi, les Genzi, ils sont jeunes, ils n'ont pas compris, ils ne peuvent pas comprendre le contexte de l'époque si on les explique pas. Si on les explique pas. Parce que c'est pas, les gens voient seulement comme un autre truc d'Eto'o, on voit que oui, bon, Eto'o encore un truc de narcissisme et autres. Non, 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 il est très truc, et je vous assure que c'est ça qui l'a motivé même pour être président de la fédération. Il a dit, un jour, quand je serai aux manettes, ça n'arrivera plus jamais une connerie pareille. Parce que j'ai raté une Coupe du Monde à cause de ça. Après, il y a les autres Coupes du Monde, vous savez, les trucs bullshit et autres, tout. Mais 2002 particulièrement, ça reste beaucoup dans la tête de ces joueurs, les joueurs de cette époque, les joueurs camerounais de cette époque-là, de cette fabuleuse génération en 2002. Ça, même moi, je le dis, je l'ai toujours dit, en 2002, on aurait pu gagner la Coupe du Monde. Même dans un sale style, que j'aime pas du tout, le style qui ressemble un peu à l'Allemagne et tout. 2002, on aurait pu le faire.
On aurait vraiment pu le faire. C'est pas du truc, c'est pas du chauvinisme. Je suis pas là pour caresser les Camerounais dans le sens du poil. Je suis pas là, je suis même quelqu'un qui caresse les gens dans le sens du poil. Je suis là pour être dans la vérité. Et la vérité, c'est que Eto'o, il raconte pas des conneries sur ça. Il raconte pas des conneries. Tous les gars qui ont compris sur le contexte de l'époque là, ils savent ça. Maintenant, bon. Il faut expliquer ça à la jeune génération, il faut expliquer ça aux Gen Z, il faut expliquer ça à ces jeunes générations, il faut les parler, il faut les mettre un peu dans le contexte pour qu'ils puissent comprendre un peu ce que le grand frère Eto'o les explique. Et il a raison. Et ça permettrait d'un peu de les comprendre pourquoi Eto'o est président de la fédération actuellement. Parce qu'il a vécu ces expériences-là en tant que joueur. Maintenant, quand je vois des millennials et des autres tout réagir en disant ça, je dis, vous êtes des footix, vous n'avez pas le contexte. Moi qui suis pas un footix du tout, je sais exactement de quoi il parle et il a raison. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.